Bienvenue dans un nouvel épisode de Very Moi. Et pour ce dernier épisode de la saison, on vous a préparé un recap des meilleurs moments et des invités sur le podcast qui nous ont fait rire, nous ont fait aussi réfléchir. Alors c'est parti aujourd'hui pour un dernier épisode, la finale de la saison Very Moi en 2025. Je me pose toujours la question si le deuil, tu sais, moi c'était rapide, versus quand c'est long, on dirait que je sais pas c'est lequel, je dis pas qu'il y en a un meilleur que l'autre, mais on dirait que le sentiment quand c'est plus long, t'as comme plus le temps de dire, OK, hey, on va prendre ces photos-là, je sais pas, on va procéder. C'est ça, ou rapide, c'est comme c'est done deal, tu sais, dans le sens où ça se fait vite, puis t'as comme pas le temps de réaliser, mais en même temps, il y a comme des pour ou des contre. Je sais pas lequel des deux. Je pense que ça va avec la personnalité de la personne. Moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, si ça avait été très rapide, probablement que j'aurais été anéantie quand même. Je veux dire, on s'entend, là, si ça reste quand même... La perte d'un oui. Mais au moins, ça m'a permis de l'assimiler tranquillement versus quand c'est très rapide. Fait que, tu sais, il y en a qui sont capables, tu sais, de vivre intensément le deuil, même quand c'est rapide, de se relever les manches puis d'y aller. Moi, je sais que probablement, ça aurait été peut-être très difficile à ce niveau-là. Fait qu'il n'y a pas de bon... Non, puis tu sais, ça reste quand même... Tu sais, quand on est, bien évidemment, on meurt. Donc... À chaque fois que je parle à un entrepreneur, le sujet revient souvent qui ont eu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, tu l'as eu ou est-il disparu? Ben oui, je l'ai eu. Genre, surtout en tant que, je veux dire, créative, là, à chaque fois que je fais un nouveau produit, je me demande si je suis out ou si les gens vont l'aimer ou si ça va encore marcher, là, tu sais, puis il faut rester. Il y a plein d'entreprises qui ferment tout le temps, là, tu sais, même des grosses, fait qu'il faut vraiment rester, tu sais, à l'écoute de ce que les gens ont besoin. Mais nous... On a vraiment adopté le fake it till you make it, là. C'est une bonne méthode, C'est être dans un salon, puis là, il y a Indigo qui nous approche, puis qui nous demande c'est quoi votre capacité? On est capable. Je dis 50 000. OK! Je peux t'en livrer 50 000. Tu sais? Ouais, c'est bon. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais le faire. On va figure it out, là, puis ça aura le délai que ça prend, puis fait que ils n'en ont pas acheté 50 000. Mais, quoi que c'est déjà arrivé plus tard, là, mais... C'est un bon test. C'était un peu, tu sais, c'était un peu d'essayer de se croire. Puis les gens, ils embarquent après, là. Fait que c'est aussi l'univers, aussi, un peu de... là, il faut que tu te vendes toi. Tu sais, c'est Baltic-là, mais c'est aussi toi. Je pense que c'est les relations business to business. Comment tu gères ça? Genre, moi, perso? Ouais, quand tu rencontres Indigo? Alors, moi, ben c'est Brice, là, qui... Okay. Non, mais c'est sûr que c'est plus Brice qui est développement d'affaires, puis qui parle aux clients, puis qui est super bon pour parler. Après, moi, je suis dans les meetings aussi. Tu sais, avant, en agence de publicité, je faisais beaucoup des pitchs et tout, donc je suis capable quand même de prendre ma timidité, puis de... Tes parents que tu t'en allais humoriste. Ça comme humoriste, c'est bien passé ou y avait-tu peur pour toi? En fait, ce que mes parents savent que j'ai toujours voulu être dans le spotlight, parce que même quand j'étais jeune, je tirais du jus, j'étais le gars dans ta classe qui aime parler fort, qui aime l'attention. J'étais toujours été ce gars-là. Non, je crois pas. All surprising. Fait que dans ma pièce de théâtre, j'étais le rôle principal. À l'impro, c'est moi qui étais là. J'étais tout le temps un peu sur scène, mais je me l'avouais pas. Fait que moi, j'ai fait une technique policière. Hein? Ouais, personne ne me croit, mais j'ai fait une technique policière à Pascalou. On dirait que je te vois pas. Je sais. Fais-moi une face forte. Tu es sérieuse, là. T'es-tu capable? Ben moi, je suis jamais sérieux, mais vu que je suis un casting, que je suis grand, puis j'ai les épaules larges, tu dis peut-être que, mais quand tu connais ma personnalité, tu sais que fuck all, dans le fond. Là. J'aurais pas pu être policier, j'ai aucune autorité. Je note, mais comme, on va faire une petite joke en même temps. On va faire une petite joke, tu sais, je veux tellement plaire que j'aurais jamais voulu
est dans la confrontation. Fait que j'aurais jamais donné de ticket, ça aurait été un cauchemar. Mais pour toi, ça aurait été un rêve, parce que là, je te croise, tu tombes sur moi, t'es chanceux. Un rêve! Non, mais tu sais, pense-y, tu tombes sur le chaton policier, puis là, je te laisse toujours passer, c'est cool. Comme pas d'amende. Fait que mes parents, pour répondre à ta question, Pascalou, ils m'ont dit pourquoi pas la police, ça serait plus facile, tu sais. J'étais comme, je vais être profondément malheureux, puis mes parents étaient comme, ouais, mais les avantages sociaux. Tu sais, les parents de 50 ans et plus, maintenant, tu sais. Ton fonds de pension. C'est pas grave, mais tu sais, ils étaient plus vers la sécurité que vers atteindre son rêve d'artiste. Mais ouais, j'ai failli être policier, moi, fait que c'est pour ça que les parents, ils ont toujours essayé que j'en revienne à ça, mais là, je pense qu'il est rendu trop tard. Donc, mais là, ça fonctionne, ils ont comme, OK, a pris la ça bonne décision. Ça fonctionne, puis aussi, je pense que ils se sont rendus compte que c'était pas du tout ça qui m'animait, fait que ça aurait été bizarre d'aller vers quelque chose qui, aujourd'hui, j'aurais sûrement 2 enfants avec une coupe champignon blonde, puis une blonde infirmière auxiliaire. J'habiterais sûrement à Repentigny, j'aurais une piscine creusée. On serait voisins. C'est ça, on serait voisins. Écoute, étant moi en business, je suis quand même curieux de savoir ton opinion sur la question suivante. À quel moment est-ce que tu acceptes de laisser aller un client? À quel moment est-ce que tu acceptes que ce client-là ne t'offrira plus tes services à ce client-là? Puis en deuxième niveau, je suis quand même curieux de savoir aussi ton opinion sur l'embauche d'Aaron Rodgers par les Steelers à 41 ans. C'est quand même une légende du football, mais tu sais, il était plus dans son prime. C'est peut-être un embauche dangereuse. Donc, ton opinion est bienvenue. Merci, bonne journée. OK, c'est une très bonne question et très drôle. Là, partez-moi pas sur le prime des gens. Je suis un peu au bout de savoir, de t'entendre parler du prime, qu'on est passé date après 40 ans, même si je n'ai pas encore 40 ans. Bref, ta question, mon cher, en 2 volets. Laisser partir un client. C'est jamais facile, mais je pense que c'est quand il y a un bris de valeur. Peu importe le montant du mandat, s'il y a un bris, premièrement, de la relation de confiance, des valeurs. Si tu te sens pas bien dans la relation, c'est comme une relation d'amitié, une relation amoureuse, dans une relation d'affaires, s'il y a un des deux parties qui se sent minimisé, si son travail n'est pas apprécié. Tout ça, ce sont des petits red flags, comme on dit, qui font que, at some point, tu laisses aller le client, parce que même si c'est un client qui paye, qui est présent, mais s'il te gruge de l'énergie autant que ça, si le client t'apporte pas, en fait, parce qu'on évolue avec notre clientèle, on évolue dans certains mandats. Si ce client-là t'apporte plus ce dont tu as besoin pour soit évoluer, qui, comme je disais, il y a un bris de valeur, tu ne le rejoins pas, tu ne t'en pas respecté, mais tout ça, je pense que c'est là où moi, je laisse aller des clients parce que ça ne me rejoint plus, puisque j'ai plus de fun. Parce qu'au final, quand tu es entrepreneur, tu es supposé, à quelque part, je sais qu'il y a un petit astérisque à ce que je vais dire, mais tu es censé choisir tes clients. Tu es censé te lever pour avoir du fun pour aller travailler. Alors, quand ça aussi, c'est terminé, que tu vas de reculons chez un client, je pense que c'est là qu'il faut que tu dises, tu laisses aller, parce que de toute façon, tu ne feras plus avec autant de passion ton travail, tu ne vas plus donner ton 110, parce que de toute façon, tu n'es pas apprécié, peu importe ce que tu fais. Donc, c'est un cercle vicieux qui n'est pas bon pour les deux parties. Puis le client, ben il n'aura pas ton travail à 100%, puis tu ne vas pas apprécier non plus aller travailler pour ce client-là. Fait qu'à some point, je pense que les chemins se séparent, puis c'est correct comme ça, puis ça se peut aussi qu'une relation professionnelle, comme un break-up, ben ça arrive, puis ça se fait bien sûr dans des bons termes, puis tout le monde est censé, à quelque part, dans toute une grande maturité, se laisser aller. Et puis passer à un autre client ou à un autre prestataire de service. Donc, pour la première question, je pense que c'est ça que je dirais. Il y a un bris de valeur, moi, c'est super important. Et puis, quand tu choisis tes clients aussi, c'est important de voir les valeurs qui te rejoignent dans ce client-là. L'authenticité, l'honnêteté. Et tout ça, ben ça se bâtit, bien sûr, mais quand il y a un point de non-retour, ben c'est là où le client, ben, il te laisse aller ou tu le laisses aller, peu importe, mais c'est vraiment important de suivre un peu l'instinct que tu as, de savoir que là, ça me rejoint plus, puis je dois le laisser aller, peu importe la valeur du contrat. Donc ça, c'est pour la première partie. Et pour ta deuxième partie concernant le football, concernant Aaron, je trouve ça triste de dire qu'il n'est plus dans son prime. Je trouve ça triste de dire qu'il a 41 ans. Puis, écoute, on en a connu d'autres joueurs de football, pour ne pas les nommer, comme Brady, qui ont performé over 40. Je suis comme, ça, je trouve que c'est un peu un jugement, mon cher, que de dire que le prime... En plus, aujourd'hui, là, c'est comme une tendance sur les réseaux sociaux de dire qu'après 40 ans, on n'est plus dans notre prime. Ça aussi, j'étais un peu au bout de...
Mais si j'en vends, c'est parce que c'est vraiment pas cher, parce que ça a zéro rapport avec nous autres. C'est ça, exactement. Des mops, j'en vends, là, peut-être 2-3 000 par année. Là. Ben ça, je peux voir le lien, tu sais. Mais c'est un magasin électronique. Oui, t'as raison. Best Buy, ils vendent pas de mop. Puis pas un robot, je parle vraiment de la mop. Ouais, fait qu'il y a bien des affaires. Si le prix est là, je vais en vendre. La peinture, j'en ai vendu là, des milliers. La peinture. Mais en même temps, tu as un côté entreprise où les entrepreneurs ils viennent. Donc on dirait que je suis capable de. Moi, j'ai toujours comparé, je vais vous le dire, j'ai toujours comparé Allison à un Winners. Tu sais, un bon prix, il y a pas mal de tout. Pas mal tout le monde qui rentre chez Winners. Puis tu gagnes à y aller souvent, comme ils disent. Fait que je pense que ça ressemble à ça, Allison, pour moi. Ce serait ma comparaison. Une anecdote marquante d'un fournisseur ou d'un client. Peut être drôle ou. À un moment donné, le FBI m'appelle aux États-Unis. Non. Ouais. Le vrai FBI. Le vrai, là, c'était pas un scam, là, je te jure. Je shakeais, je capotais. Ah. J'avais acheté 500 Xbox. Dans le temps, c'était des Xbox S, là. OK. Puis One S, puis je les ai fait venir ici, des États-Unis, puis je les ai vendus. Puis j'ai payé 155$, puis j'ai vendu genre 170$. J'ai pas fait un gros profit. Un profit énorme, mais ça rentre, ça sort, c'est correct. Puis là, 3 semaines après, le FBI m'appelle, puis elle me dit comme quoi que le stock est volé. Il faut que je rappelle tous les clients pour reprendre le stock. Mais mon client, moi, il l'avait vendu sur Amazon. Oh non. Fait que là, c'était tant le bordel. Fait que finalement, moi, de mon côté, j'ai rien eu à faire. Parce que le client, il a dit non, on s'est vendu sur Amazon, puis on peut pas, avec Amazon, aller retracer les clients. On n'a pas la confidentialité. Fait que, anyway, ça c'est mort dans l'œuf là, mais le gars qui me l'avait vendu, c'est un fournisseur que je faisais affaire depuis longue date. Là. Mais lui, il a acheté du stock volé sans le savoir? Non, mais lui, il l'a acheté d'un autre gars. Puis là, fait qu'ils ont remonté jusqu'à l'autre, mais au début, c'était moi la cible principale. Je capotais. C'est clair. Je capotais, mais j'ai tout fourni des informations. Tu sais, j'étais en règle, là, puis c'est pas comme j'avais payé 25$ puis ça vaut 300$. Là. Mais non, tu payes comme un legit. Les clients, puis comment se fait auprès, parce que tu dis que ta mère parle aux clients, il l'appelle sur son cellulaire à elle. Ouais. La passation à la plus jeune génération, les clients, est-ce qu'ils suivent le momentum ou sont plus réticents, puis ils parlent à Nicole? Au contraire, je pense, il y a aussi une autre batch de clients, le côté, la sphère un peu plus anglo, plus Montréal, les nouveaux qui vont nous appeler nous. Mais je dirais qu'elle a tellement fait une belle intégration aussi de dire « Ah, ben ma fille, mon fils, toujours. » Et autant, moi, au début, étant plus jeune, j'étais comme « Non, si on veut une grande entreprise, faut pas que je t'appelle maman avec un client. » Tu sais, c'était comme à un moment donné... exact. En Nicole, autant comme parfois ça peut pas froisser, mais... à la maison, c'est quelque chose. Exactement, 100%. Tu sais, David, qui est mon frère plus jeune, quand il allait sur des jobs et que c'était mon père, Daniel, qui était justement en train de faire ça. Mais, va me chercher la Allen Key, va me chercher tel courroie. OK, papa. Là, il y avait des comme... oui, non. OK, c'est parfait. On fait mais ça. Non, c'est ça. Mais on s'adapte et je dirais qu'on a tellement été bien présentés que ça vient avec son lot de pression aussi. On veut être à la hauteur de tu sais, une entreprise comme la nôtre qui reste là pendant 30 ans sans feu, parce qu'on joue avec le feu, on joue avec beaucoup qu'est-ce qui est prévention d'incendie, les conduits, il faut que s'assurer que c'est très flammable, ces conduits de ventilation-là. Une hotte résidentielle, c'est les moins. Une hotte de restaurant, mais tu sais, avec plusieurs couverts, bien, ça a de l'accumulation, ça a des risques de feu, d'obstruction. Qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on le fait au complet et on est la même entité, les mêmes gens aussi qui travaillent au sein de l'équipe depuis toutes ces années-là. Capables d'être entrepreneurs, il y en a qui sont pas capables d'être entrepreneurs. Si tu penses que tu as la fibre entrepreneur, bien entendu, bien là, je te dirais oui, fonce. Puis comme je vous expliquais tantôt, tu as beaucoup de temps. Si, mettons, tu es dans la baguette d'âge entre 20 et 35, tu as beaucoup de temps là, pour te reprendre, si on veut, si, mettons, tu fais un pépin, mais d'être toujours être aux aguets de ce qui se passe pour être sûr que tu ne débordes pas. Pas parce que tu commences à faire des sous un petit peu que tu dois aller dans l'excès. Tu vas dans l'excès, des fois, ça te ramène assez vite à l'ordre, là, en te disant « Wow, t'as une minute, là. » Puis tu dois vraiment être très aux aguets, au parfum, je ne sais pas le mot exactement, de t'assurer que tout ce que tu fais est comptabilisé, contrôlé, puis à la bonne place. C'est une très bonne réponse, Sylvain, ça. Ouais. Puis avoir la fibre entrepreneuriale, ça veut dire quoi, ça? Avoir la fibre entrepreneuriale, des fois, ça se découvre. Moi, ça a été long. Je savais que j'étais
J'étais très compétent dans ce que je faisais jeune, j'étais très rapide, j'étais travaillant. Moi, c'était du 70-80 heures semaine, de l'âge de 18 ans jusqu'à, je pourrais dire, de 87-88 jusqu'à peut-être 2002. C'était ça. Je ne voyais pas beaucoup mes enfants parce que je travaillais beaucoup à l'époque. Puis ça a fait que ça a monté. T'sais. La fibre entrepreneuriale, des fois, ça se découvre, mais c'est le fun. Mais ça emmène son lot de risques. C'est pas parce que tu te prends d'affaires que le même matin, tout est facile. Là. Je veux dire, il faut prendre beaucoup d'informations au niveau de l'administration, les instances gouvernementales, les lois municipales, dans tout ce que tu peux faire, dépendamment de l'industrie que tu vas aller, parce que, tu sais, genre, avoir une entreprise, c'est un exemple de couteau aiguisé, puis tu as tes camions chez vous, à Repentigny, ça se peut que la ville, quand elle t'apporte, dise hey, « tu n'as pas le droit de te reclétrer ». C'est pas un automatisme, là, le deuxième génération. Donc, c'est pas une question tant de qu'est-ce que lui voyait en moi, plus que comment j'étais capable de me vendre aux franchiseurs puis dire hey, moi j'ai ce qu'il faut pour reprendre. Là. Fait que c'est pas d'emblée. Non, absolument pas. Absolument pas. Fait que il faut que tu ailles vendre aux franchiseurs. Fait que exact. Même si tu as une franchise qui t'appartient, tu n'as pas le choix de dire moi je veux vraiment le léguer à ma famille. Exact. À quelqu'un que je connais ou que exact. j'ai Le seul contrôle que j'ai, c'est quand est-ce que je vais vendre. Puis j'ai un petit contrôle sur le prix de vente et tout ça. Là, mais grosso modo, le franchiseur réserve le droit. Puis c'est ça qui fait que le système fonctionne bien. Là, qu'il y a pas de, c'est pas de la royauté. Là, il n'y a pas d'automatisme là, parce que tu as un lien de sang que tu vas automatiquement rentrer. Là. Ça, c'est intéressant. Ce qui fait que le système est encore en santé. Ça fait 50 ans, c'est plus que 50 ans que ça existe au Canada, mais 70 ans mondialement. Parce que je pense que dans la pensée des gens, même moi, là, quand je te voyais au McDo avec moi, c'était comme un peu non-dit que tu allais reprendre c'était ça d'emblée. C'est l'objectif, mais on ne s'est pas dit, va-tu avoir des embûches ou faut-tu qu'ils se vendent? C'est comme l'entreprise familiale, ça se lègue. Fait que c'est intéressant ça, de savoir qu'il a fallu que il n'y a absolument rien garanti. C'est ça. Puis aussi que tu as fait les échelons. Tu n'as pas eu cette opportunité-là sur un, comme des fois on dit, là, sur un plateau d'argent. Tu as quand même travaillé, puis tu as vu l'envers du décor du McDo aussi. Là. Alors, le fait que mon père ait ses restaurants avant moi, c'est sûr que ça me donne un accès. Mais après ça, c'est pas lui qui a fait le travail à ma place. Les premières années, c'est ça, tu commences à la base, puis tu apprends. On a fait beaucoup de planchers côte à côte, puis j'ai fait du jour, de soir, de nuit, en rotation comme tout le monde, puis c'est un peu ça le jeu. Je pense c'est que ça crédibilise aussi un peu ta notoriété en guillemets auprès des employés aussi. Oui, puis je dirais, là, pour vanter le système McDo un peu, puis je trouve que c'est un très, très beau système, là, c'est ce qui fait la force des franchisés aussi, c'est que c'est des opérateurs avant tout. C'est pas juste des investisseurs qui viennent s'acheter une franchise, puis après ça, ils disparaissent dans la brume, puis s'en vont en Floride 6 mois par année. Là. Puis c'est un ami, je vais le nommer, Kevin Raphaël, qui m'a dit là, Pascalou, tu te lances, c'est maintenant qu'on le fait. Puis j'ai dit OK, je savais pas par où commencer, puis j'avais mis la barre très haute à la saison 1. On avait, puis c'était durant la pandémie, il faut le rappeler, on avait 4 à 5 entrevues par jour. On avait un sponsor qui était le Fermont Élisabeth à Montréal. Et puis, j'avais engagé Mathieu aussi pour faire l'audiothèque et le montage, etc. Et aussi, j'avais quelqu'un qui m'aidait à la stratégie numérique. Et donc, c'était quand même de l'organisation et je ne pensais pas que le podcast, c'était autant d'organisation et de planification. Et quand on met la barre si haute pour faire une saison 2, après ça, on dirait que c'est inaccessible. Donc, moi, mon warning pour vous, ça serait de ne pas mettre la barre si haute. Si tu n'as pas le bon micro, s'il faut qu'on t'enregistre dans le fond de ton garde-robe, parce que la garde-robe, c'est le seul endroit où tu as la meilleure sono, bien, ça va être là. Mais l'important, c'est de te lancer. Si tu as ta mission, eh bien, attends pas que ce soit le moment parfait, parce qu'il n'y en aura pas de moment parfait au final. Le conseil numéro 3 qu'on m'a dit, puis on va me le répéter, puis moi, je veux vous le mentionner, c'est qu'il n'y a pas de secret. Moi, je m'attendais à une formule A, B, C, D pour faire mon podcast, pour me lancer. Et puis, j'ai vite réalisé qu'il n'y en a pas de formule. Là. Chacun a sa formule pour lancer son podcast avec sa personnalité. Donc, un podcast, ça demande, oui, de la planification et de l'organisation, mais surtout de la constance. Disons, si je faisais un petit astérix,
Le seul secret, c'est la constance. Parce que tu rejoins des gens à chaque semaine, idéalement. Et puis, c'est ces gens-là qui vont faire qu'il y a un retour, qu'il y a un rendez-vous à chaque semaine. Donc, c'est ça qui est important de faire. En fait, je trouve que tu sembles avoir une belle structure dans ta façon de travailler. Puis, je suis curieuse de savoir c'est quoi ta routine de création pour ton podcast. Est-ce que, dans le fond, tu as tendance à tout planifier ou tu fais plus confiance à ton instinct? J'aimerais savoir aussi, à ton avis, c'est quoi qui donne les meilleurs résultats? Donc, voilà. Bonne journée! Excellente question. Et oui, pour la structure, pour la planification, et j'en parle dans l'épisode précédent où je pense que s'organiser pour un podcast, c'est super important, ne serait-ce que pour ne pas stresser le jour même. Moi, l'improvisation, ce n'est pas inné, donc non, je ne fais pas ça à l'instinct. Je me prépare, je fais mes recherches, surtout quand j'ai des invités sur le podcast. J'aime ça avoir des questions. J'envoie quelques questions aussi à l'invité pour que il voit un peu l'angle de l'entrevue, si tout est parfait pour lui, qu'il se prépare de son côté, en guillemets. Mais sinon, moi, j'aime me préparer. La routine de création, c'est vraiment... en fait, à chaque dimanche, moi, je fais un retour sur mes réseaux sociaux. Je regarde les tendances en ce moment. J'écoute beaucoup de podcasts anglophones, peu francophones, parce que, je sais pas, je trouve plus d'inspiration du côté anglophone. Certains podcasts comme Jenna Kutcher, Cody Sanchez, ce sont des podcasts, le CEO aussi, Diary of a CEO, si j'aime beaucoup. Et donc, c'est là où je trouve mon inspiration pour la création de mon podcast. Puis après ça, décliner la stratégie en article de blog, en réseaux sociaux, en post, en caption, en teaser, etc. Donc, je te dirais que ma routine est assez faite, mais c'est ma 2e saison. Fait que moi, c'est la façon que je fais, là. Je prends un dimanche pour visionner les réseaux sociaux, regarder ce qui se fait, les tendances en ce moment. Puis, comme pour le numéro de téléphone, que tout le monde me disait, pourquoi tu achètes un numéro de téléphone? Il n'y a personne qui fait ça. J'en ai vu plusieurs, puis je trouvais ça comme ludique et le fun d'avoir un numéro de téléphone associé à mon podcast, même si c'est pas tout le monde qui aime m'appeler, là, j'en conviens, parce que je reçois aussi des DM. Mais je trouvais ça chouette de revenir un peu à combiner l'ancienne méthode un peu traditionnelle du téléphone au podcast, quelque chose, un balado qui est comme plus 2.0. Donc, je trouvais ça chouette. Donc, moi, c'est comme ma façon de créer du contenu en mélangeant un peu le traditionnel puis le 2.0. La troisième application que j'utilise et que j'adore, j'ai aussi fait plusieurs formations sur le sujet et j'en parle à tout le monde à qui je rencontre parce que je comprends pas que les gens n'utilisent pas ça dans mon domaine, et il s'agit de Midjourney. Midjourney, c'est un logiciel de création AI de photos ou de vidéos et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois où j'avais une graphiste de malade, une collaboratrice qui ne pouvait pas me rendre un projet. Donc ça m'a vraiment sauvé la vie dans plusieurs situations. Et même pour le podcast Very Moi, j'ai essayé de faire des visuels moi-même pour lancer la saison dans la piscine avec différentes images, tout ça. Donc vous pouvez voir sur notre compte Instagram qu'il y a même le logo de Very Moi. C'est vraiment facile d'utilisation. Et comment ça fonctionne, Midjourney, c'est vraiment... c'est du texte vers les images. Donc on écrit un prompt disons, un exemple concret. Je veux une image ultra réaliste d'une piscine dans une cour entourée de cèdres. La journée, c'est ultra light, etc. Ou journée nuageuse, tout ça. Donc, on met beaucoup de détails dans le texte, donc en guillemets le prompt, pour obtenir une image ou une vidéo selon nos besoins, nos attentes, puis on peut toujours raffiner la demande dans Midjourney. Bien sûr que on a un certain montant dépensé, puis ça coûte des sous, bien entendu, l'abonnement, mais somme toute, ça sauve vraiment presque des vies, je dirais, pour la création de contenu. Puis c'est vraiment très diversifié et les images sont ultra réalistes. Là. Vous irez voir sur notre compte Instagram et je suis certaine que vous allez peut-être vous confondre que c'est pas ma vraie cour dans les photos sur Instagram. Donc, pourquoi avoir recours à Midjourney, par exemple? Une demande de dernière minute d'un client, super facile de créer des images pour le site web d'un client qui a besoin d'une photo, d'un plat, d'un mets pour son entreprise, etc. C'est un client en cuisine, on le fait dans Midjourney. Une création d'un cover pour Instagram, pour Facebook, la création d'une landing page, on a besoin de photos d'un branding. Fait qu'on peut prendre des images en référence d'un branding X, puis demander à Midjourney, crée-moi d'autres images dans les thèmes pour suivre la cohérence du site web.
pour avoir d'autres photos dans le même thème, dans la même branding. Donc, une image cohérente, facile d'utilisation. Je recommande vraiment Midjourney. Puis c'est facile d'apprendre. Il y a plein de tutoriels aussi sur YouTube pour savoir comment utiliser Midjourney. Puis on s'en sauve vraiment. En une journée, là, vous saurez et vous aurez des beaux visuels de créer sans problème. Donc Midjourney, un outil créatif. Puis ça repousse aussi les frontières où est-ce qu'on va avoir besoin de graphistes pendant encore longtemps? Des fois, je me le demande, mais j'ai encore recours à des graphistes, encore des bonnes collaboratrices, parce que bien sûr, on a toujours besoin, quand on crée des images sur Midjourney, d'avoir le bon prompt. C'est vraiment important dans les prompts d'avoir le bon texte pour arriver à transformer en image. Donc ça aussi, il y a quand même un apprentissage à faire pour les prompts dans Midjourney. Mais somme toute, facile d'utilisation, pas très dispendieux, et puis ça nous sauve beaucoup de temps aussi, surtout quand les demandes de dernière minute arrivent, et là, je vois le mois de décembre arriver, et je sais que je vais avoir beaucoup de, j'appelle ça des bombes, qui vont m'arriver dans mes courriels, donc je pense que ça va m'aider grandement. Quand tu es entrepreneur, ça m'a fait réaliser que, bien, comme je le disais au début, c'est un roller coaster. Il n'y a pas une journée pareille. On va assister à plein d'affaires. J'ai assisté à des crises d'hystérie. J'ai assisté à des gens qui perdent leurs emplois live dans un meeting. Tout arrive dans la vie d'entrepreneur. Et je vais citer ma mère qui m'a dit, Pascalou, si ton genou plie à chaque fois que t'arrive quelque chose, change de job. Sur le coup, j'étais comme, mise en demeure, je trippe pas, là. Mais je pense que c'est pour me donner du courage, pour me dire, faut pas lâcher. Puis quand tu veux vraiment, je pense que quand tu veux la vie d'entrepreneur, ça sera pas toujours beau et rose, comme on le sait. Et puis il va y avoir des étapes, mais je pense que ça nous fait grandir. Overall, j'avais un conseil avec tout ça, là, malgré que très humblement, je pense qu'il va m'en arriver d'autres dans les prochaines années. Mais humblement, je pense que on apprend de chaque situation, puis j'essaie toujours de voir le côté positif de la chose, qui n'est pas toujours facile. Il faut une introspection. Mais quand tu es entrepreneur, tu n'as jamais le choix de un peu revoir. Tu es toujours avec toi-même dans ta tête, donc tu te poses mille et une questions sans spiraler. C'est pas un verbe, ça, excusez-moi. Sans spirale, sans spiral, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, sans partir dans nos pensées, que ça finisse plus de finir. Donc, j'ai compris que chaque journée va être différente, que j'ai pas le contrôle sur les actions des gens, puis j'ai pas le contrôle sur comment les gens se sentent, puis comment ils voient la situation, leur perception, et de laisser aller. Le laisser aller, c'est toujours un work in progress, je vais t'avouer, Mathieu, c'est pas facile, mais je travaille fort, comme pas mal d'entrepreneurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser aller, puis on sait qu'on a fait notre 100% à la fin de la journée, alors c'est ça l'important. Dans l'épisode avec Mélanie de chez Baltic Club, ma cousine, Mélanie Ouellette, on a parlé de divers sujets sur l'entrepreneuriat, et une des phrases qui est revenue, qui m'a vraiment interpellée, elle aussi, c'est qu'on parlait toujours de quand on lance une entreprise, qu'on avait une vraie job avant. Comme si l'entreprise qu'on lançait, c'est pas une vraie job. Et comme à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un, même encore aujourd'hui, après 6 ans d'entreprise en gestion de projet, je dis ça encore à mes proches. Dans le temps que j'avais une vraie job, quand je travaillais au Well Québec. Ça n'a aucun sens parce qu'on bâtit notre parcours entrepreneurial, on bâtit notre avenir. C'est une vraie job en soi, être entrepreneur. C'est pas un side job de se lancer non plus en business. Donc, c'est une phrase que j'entends souvent, mais là, de l'entendre d'une entrepreneur comme Mélanie, qui a une entreprise depuis plusieurs années, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me dis que je suis pas toute seule à dire ça, qu'on avait une vraie job. Fait qu'on se sent très... aujourd'hui, un petit peu plus, je vais dire, comme j'ai déjà dit à Mathieu, un peu plus adulte life, quand on a une vraie job maintenant, puis qu'on se rappelle de l'époque où on avait un travail corpo, et aujourd'hui, quand on se lance en business, c'est toujours un vrai travail. Il faut arrêter de dire ça, qu'on avait une vraie job. Je pense que c'est le fruit d'une passion, je pense, de lancer en business. Puis, le vrai travail d'avant nous a permis de se lancer. Donc, je pense que c'est une belle équation qui termine par habituellement une bonne note. Cette phrase-là, c'est mon père qui me le disait tout le temps et elle va comme suit. On oublie hier, on pense à demain et on stay focused. Et ça voulait dire concrètement que malgré que tu as une mauvaise, une bonne journée, tu as un nouveau contrat, tu perds un contrat, il y a des problèmes qui surviennent, des situations difficiles. Dans le moment présent, oui, c'est difficile, là, bien entendu, mais à la fin de la journée, tu dois oublier ton hier et passer à demain.
je sais que c'est pas facile à concevoir parfois. C'est un effort de tous les jours parce qu'il y a des journées qui sont, quand on est entrepreneur, vraiment pas faciles. Mais à la fin de la journée, quand je regarde tous les entrepreneurs que j'ai eus sur le podcast, il y a personne qui m'a dit « Ben moi, je lâche demain matin ». Ils m'ont tous dit qu'il y avait des hauts, des bas, c'était un peu rock'n'roll, mais qu'il n'y avait pas une journée pareille. Et quand tu adoptes le style de vie de l'entrepreneur, ben c'est sûr que tu choisis qu'il n'y en aura pas de facile et qu'au moindre petit coup dans les côtes, si tu faiblis, tu peux faiblir pour une journée, mais le lendemain, tu dois avancer, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Fait que quand je pense à cette phrase-là, ça me permet d'être ancré et de rester grounded pour être certaine que Parce que quand on est entrepreneur, souvent, malgré qu'on a une équipe autour de soi, on est seul avec soi-même. Puis l'introspection, le spiral à 1h du matin, comme j'en parlais hier d'ailleurs, avec des amis, ben ça part et c'est interminable. Donc, cette phrase-là, on oublie hier, on pense à demain, stay focused, mais cette phrase-là me permet d'avancer, puis de ne pas non plus tomber dans les si, puis les regrets, puis les j'aurais donc dû. Ça aussi, c'est une des phrases que je n'ai pas entendues d'entrepreneurs qui ont testé des choses qui ont marché, qui n'ont pas fonctionné. Bref, la morale de l'histoire, je pense, de toutes ces interviews-là, c'était de pas lâcher. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour une 2e saison. Merci aux invités aussi d'être venus sur le podcast, passer du temps avec nous. Merci surtout à vous, les auditeurs, d'avoir écouté, visionné, partagé aussi le podcast. C'est super apprécié. Et on vous attend pour la prochaine saison avec une équipe du tonnerre, avec Mathieu, Johan et Chantal, notre œil de lynx. Alors, à l'année prochaine.